cette nouvelle vidéo. On se retrouve une fois de plus pour les sorties du mois. Alors là, ça concerne évidemment le mois de mai. J'ai farfouillé un petit peu sur les sorties qui arrivent. Je n'ai pas trouvé tant que ça, même si j'ai fait quand même un grand tri parce qu'il y avait beaucoup de titres. Enfin, j'y en avais pas tant que ça, mais en fait, il y avait beaucoup d'histoires qui me rappelaient déjà des histoires que j'avais lues ou pas forcément des choses nouvelles pour mes oreilles. Je commence tout de suite avec les sorties du 1er mai. Il y a Susion, bon je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, Dirsa Sigurdardóttir, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, chez Actes Sud. Donc là je vais vous lire un petit peu tous les résumés quasiment pour tous les livres, je vais essayer de faire vite. 12 ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjörður, une capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient entre autres un message anonyme qui liste les initiales de personnes destinées à être tuées. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville. Après l'inimitable ADN, le deuxième volet mettant en scène l'inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freya et, si possible, plus addictif encore. Voilà, je m'arrête ici. C'est un thriller, ça me tentait vraiment beaucoup. J'aime bien la couverture chez Actes Sud en général, leur couverture me plaise assez. Le deuxième titre qui m'intéresse, c'est Une étincelle de vie de Jodi Picoult chez Actes Sud encore. Quand une prise d'otage a lieu dans la dernière clinique du Mississippi à pratiquer l'avortement, c'est à Hugh McElroy, un négociateur de crise expérimenté, que l'on fait appel. Avec plusieurs blessés nécessitant des soins et un forcené dont les revendications restent floues, la situation s'avère délicate à gérer. Elle le devient encore davantage quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l'intérieur du bâtiment. Voilà, encore une fois, c'est toujours le résumé qui me donne envie, moi, de m'intéresser à l'histoire ou pas. Donc là, ça me parlait assez. Je vais passer maintenant aux sorties du 2 mai. Tout d'abord, il y a une sortie poche que j'attendais de me procurer, car bon, on fait des tris, hein, on sélectionne les romans grand format quand ils sortent en classique, enfin, qui valent 20 €. Voilà, on ne peut pas tous les acheter. Et comme j'ai déjà commencé ma collection de Virginie Grimaldi avec les livres de poche, je vais continuer avec le titre Il est grand temps de rallumer les étoiles, donc qui est sorti l'année dernière et qui sort là ce mois-ci au format poche. Je vais essayer, je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté en sortie du mois qui m'intéressait. Si jamais c'est le cas de l'année dernière, je vous remettrai en petit i ici le lien vers la vidéo. Ensuite, toujours le 2 mai, il y a le nouveau Franck Tillier qui m'intéresse énormément avec Lucas. La couverture que je trouve un petit peu dans la même lignée que les précédentes, hein. Surtout ça me rappelle le manuscrit inachevé, sauf que c'est dans une autre couleur, chez Fleuve Noir évidemment. C'est la suite de la série des Charcots, donc je ne mets pas de résumé car je ne les ai pas encore commencé, mais de toute façon en barre d'infos je vous remettrai le lien vers le site où j'ai trouvé tous les résumés, donc sur Booknode. Je ne vais pas vous remettre chaque lien pour chaque livre parce que ça prend énormément de temps. Et j'ai quand même pas mal de vidéos à filmer ces prochains jours, donc je pense que si vous allez juste sur le site et vous tapez le titre qui vous intéresse, c'est assez rapide à trouver en fait. Le 5e titre qui m'intéresse, c'est le nouveau Virginie Grimaldi avec Quand nos souvenirs viendront danser. Alors la couverture, je la trouve juste très jolie. Elle invite déjà ça représente quelque chose de joyeux déjà, donc je ne sais pas si ça va être joyeux tout au long, mais voilà. J'ai flashé sur le résumé, hein, comme souvent avec Virginie Grimaldi. Lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris, nous avions 25 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés au mur et nous nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que 6, Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nous mêlons nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus, ça c'est sûr. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Voilà, donc j'étais très intéressée par ce titre. Ensuite, toujours le 2 mai, il y a Amour entre adultes d'Anna Ekberg chez Cherche Midi. Alors je crois que c'est un des titres qui m'a le plus interpellée sur ces sorties du mois de mai. Caché dans l'obscurité, sous la pluie, Christian est assis au volant de sa camionnette. Il attend sa femme, Léonora. Soudain, il aperçoit celle-ci en train de courir. Il serre le volant de toutes ses forces. Leur première rencontre, leur premier baiser, leur histoire d'amour, il essaye d'oublier, de tout oublier.
Il ne doit pas penser qu'elle est sa femme, ni même un être humain. D'ailleurs, est-elle encore sa femme? C'est davantage une menace, quelqu'un qui, s'il ne fait rien, va détruire sa vie. Il a pris une décision terrible. Il n'a pas le choix, il appuie sur l'accélérateur. Il voudrait pouvoir fermer les yeux, mais c'est impossible. Une dernière image avant le choc, la queue de cheval de Leonora qui se balance en rythme dans la pluie. Trop tard pour changer d'avis. Une scène terrifiante. Un homme s'apprête à tuer sa femme. Ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, personne, pas même la plus perspicace des lecteurs, non, je recommence. Personne, pas même le plus perspicace des lecteurs, ne saurait le soupçonner. Voilà, donc je sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment beaucoup intriguée. J'ai hâte de savoir ce qui va lui arriver à cette pauvre femme. Après, encore un titre qui m'intéressait aussi beaucoup et qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais qui m'interpellait car j'apprécie, vous allez comprendre, j'apprécie le vin. Je sais pas si c'est encore un rapport, vous allez dire, mais si. Puisque c'est La mémoire des vignes d'Anne Ma chez Cherche Midi. Pour faire partie des rares experts en vin certifiés au monde, Kate doit réussir le très prestigieux concours de Master of Wine. Elle fait pour cela le choix de se rendre en Bourgogne, dans le domaine appartenant à sa famille depuis des générations. Elle pourra y approfondir ses connaissances sur le vignoble et se rapprocher de son cousin Nico et de sa femme Heather, qui gèrent l'exploitation. La seule personne que Kate n'a guère envie de retrouver, c'est Jean-Luc, un jeune et talentueux vigneron. Bon, Jean-Luc, ça ne vaut pas trop du rêve, hein, mais bon. Son premier amour. Alors qu'elle se lance dans le rangement de l'immense cave, elle découvre une chambre secrète contenant un lit de camp, des tracts écrits par la résistance et une cachette pleine de grands crus. Intriguée, Kate commence à explorer l'histoire familiale, une quête qui l'amènera aux jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale et à des révélations très inattendues. Voilà, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, ça va tourner autour du vin, enfin voilà, j'étais obligée d'être intéressée par ce sujet. Alors ensuite, il y a un titre un peu what the fuck, vous allez comprendre, puisqu'il s'agit de White de Bret Easton Ellis chez Robert Laffont. Pour ceux qui ne sauraient pas, Bret Easton Ellis, c'est celui qui a écrit American Psycho, le livre de ouf dont je vous ai parlé. Je vous remettrai ici le petit lien en i. C'est soit on adore, enfin c'est pas on adore, soit on déteste, mais c'est voilà, c'est en général où ça passe ou ça casse quoi. Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure. Et ce résumé m'intriguait aussi énormément, donc je vais vous le lire. Que raconte White? Première expérience de non-fiction pour Bret Easton Ellis. Tout et rien. Tout dire sur rien et ne rien dire sur tout. Pourrait être la formule impossible à la Warhol, susceptible de condenser ce livre, d'en exprimer les contradictions, d'en camoufler les intentions. White est aussi ironique que moins que zéro, aussi glaçant qu'American Psycho, aussi menaçant que Glamorama, aussi labyrinthique que Luna Park, aussi implacable que Suite Impériale. Loin des clichés toujours mieux partagés, plus masqués que jamais, Bret Easton Ellis poursuit son analyse décapante des États-Unis d'Amérique, d'une façon, comme il le dit lui-même, ludique et provocatrice, réelle et fausse, facile à lire et difficile à déchiffrer, et, chose tout à fait importante, à ne pas prendre trop au sérieux. Que raconte White en ayant l'air à la fois de toucher à tout et de ne rien dire? Peut-être que le fil à suivre est celui du curieux destin d'American Psycho, roman de 91 métamorphosé en comédie musicale à Broadway 25 ans plus tard. Ellis a dit autrefois « Patrick Bateman, c'est moi ». Il ne le dit plus, heureusement. Et si Patrick Bateman était devenu président? Voilà, alors la dernière phrase m'a vachement interpellée. Et si Patrick Bateman était devenu président? J'espère que ça va pas raconter l'histoire de Patrick Bateman qui est devenu président dans White, mais White ça peut faire penser à la Maison Blanche. Alors je ne sais pas, je n'en sais pas plus, mais c'est ce qui ça m'a fait tilt, voilà, je vais voir. Ensuite il y a un nouveau titre d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Floriane Soulas, avec Les Noces de la Renarde. Donc ce n'est pas du tout un titre vers lequel je me serais tournée d'habitude, mais comme j'ai lu Rouille de Floriane Soulas et que j'avais adoré, d'ailleurs je vous renverrai certainement à mon avis en petit i juste ici, j'ai apprécié beaucoup sa plume. Alors je sais que le sujet n'a rien à voir, on n'est pas sur du steampunk, là on est sur un... voilà, 1471, Japon. Ikari vit dans les forêts peuplées de croyances et de dieux du Japon du XVe siècle et s'intéresse de près au village installé au pied de la montagne, à ses risques et périls. 2016, Tokyo. Mina, qui a le pouvoir de voir les yokai, esprits et monstres du folklore japonais, va se laisser entraîner dans une chasse aux démons en plein cœur de Tokyo. Deux univers qui se croisent et s'entremêlent, entre quête d'identité et désir d'émancipation. Alors voilà, c'est clairement pas le genre de roman vers lequel j'ai l'habitude de me tourner, mais ça m'a vraiment intriguée. La couverture, elle est juste magnifique, hein, j'adore. Donc voilà, j'étais très très intriguée par ce titre.
Je passe maintenant aux sorties qui ont lieu le 9 mai et je commence avec l'échange de Rebecca Fleet en version poche. Quand Caroline et Francis reçoivent une offre pour échanger leur appartement de Leeds contre une maison en banlieue londonienne, ils sautent sur l'occasion de passer une semaine loin de chez eux, déterminés à recoller les morceaux de leur mariage. Mais une fois sur place, la maison leur paraît étonnamment vide et sinistre. Difficile d'imaginer que quelqu'un puisse y habiter. Peu à peu, Caroline remarque des signes de vie, ou plutôt des signes de sa vie. Les fleurs dans la salle de bain, la musique dans le lecteur CD, tout cela peut paraître innocent aux yeux de son mari, mais pas aux siens. Manifestement, la personne chez qui il loge connaît bien Caroline, ainsi que les secrets qu'elle aurait préféré garder enfouis. Et à présent, cette personne se trouve chez elle. Ouais, ça m'a beaucoup attiré. J'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Après, on a Everless de Sarah Rolland chez Bayard. Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celle-ci va consulter l'extracteur de temps. Car au royaume de Sempera, tout se paie en temps. On peut en effet transformer en métal précieux le temps de vie contenu dans le sang. Pour éviter que son père, déjà très affaibli, se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la résidence des Gerling, la famille la plus puissante du royaume. On va y célébrer les noces de Rohan, le fils cadet de la famille, avec la fille adoptive de la reine. Cette dernière est âgée de plusieurs centaines d'années grâce à ses richesses. La monnaie créée à partir du sang peut aussi se consommer pour allonger la vie. Or, Julie est depuis toujours secrètement amoureuse de Rohan, évidemment, car elle a vécu à Everless dans son enfance, mais suite à un tragique accident, son père et elle ont dû s'enfuir. Et son père lui a toujours interdit de retourner à Everless. Donc je suppose qu'il va y avoir une espèce de guerre de classe, un amour impossible, voilà. Donc je pense que c'est un peu du young adulte ou peut-être young adulte ou new adulte, avec un peu de fantastique, je vais voir. Ensuite, il y a un titre qui m'a interpellé beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y en avait 2 qui sortaient ce mois-ci. Je ne sais pas si c'est exactement la même date, mais il y a Twisted Tales, donc avec Ce rêve bleu de Lisa Braswell. Donc, je ne sais pas si je crois que c'est chez Hachette, mais je ne suis pas sûre. C'est des réécritures de contes en fait. Donc, j'ai vu qu'il y avait donc celui d'Aladin et j'ai vu qu'il y avait aussi celui de La Belle et la Bête. Donc, peut-être que vous connaissez mon amour pour La Belle et la Bête. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si les 3 vont sortir en même temps, si c'est en poche, s'ils sont déjà sortis depuis longtemps. Voilà, j'ai vu cette date. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe? Quand Jafar vole la lampe du génie, il utilise ses 2 premiers vœux pour devenir sultan et le plus grand sorcier du monde. Agrabah vit dans la peur en attendant son 3e et ultime vœu. Pour stopper le dictateur, Aladdin et la princesse Jasmine doivent unir le peuple d'Agrabah et organiser une rébellion. Mais très vite, leur combat pour la liberté menace de créer une guerre civile. Ce rêve bleu explore une version sombre et audacieuse du classique d'animation Disney Aladdin. Voilà, peut-être que vous connaissez aussi je sais pas, c'est pas une passion, mais mon grand amour des films Disney, des dessins animés. Voilà, comme presque tous ceux de ma génération, je pense que tous les gros Disney, ils sont tous, il y en a peut-être des moins connus, mais Aladdin, je crois qu'il est quand même connu par beaucoup de monde. Donc, en plus, il y a le film d'animation qui va sortir cette année, je crois. Voilà, donc ça ne pouvait que m'intéresser. Je vais passer maintenant aux 3 derniers titres. Donc, le premier, il sort le 15 mai. Il s'agit d'une île en Orient de Jenny Ashcroft. Donc là, je vais juste vous donner quelques pistes. 2 grandes histoires d'amour, une trahison bouleversante, une guerre qui change tout. Singapour en 1897 et Singapour en 1941. Invasion japonaise, histoire d'amour inattendue, secret qui n'attend que d'être découvert et fiction historique. Voilà, ça m'intriguait beaucoup. Le 16 mai sort Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Maison d'édition, je n'ai pas trouvé car la couverture originale c'est celle en américain, enfin en anglais américain. J'ai pas trouvé la version française, donc je sais pas si ce sera la même, mais j'aime beaucoup cette couverture. Ce soir à 11h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Voilà, ça m'intriguait beaucoup, j'aime bien les histoires de boucles temporelles. Jusqu'à temps qu'on résolve l'histoire, ça me plaît beaucoup. Et enfin, je passe à la dernière sortie du mois de mai, qui sort le 21. Donc tout était condensé quasiment sur le début mai. Hein. L'année prochaine, à la Havane, de Chanel Clayton chez Charleston. Donc la couverture me plaît beaucoup, l'histoire me tente énormément, pardon. Donc La Havane, 1958. Isabelle Béatrice
Elisa et Maria, les 4 sœurs Pérez, sont les joyaux de la dynastie sucrière familiale. Tandis que les hommes Pérez, présidents à la destinée du pays, aux côtés de Batista, elles évoluent dans un monde fait de luxe et d'oisiveté. Pourtant, les combats font déjà rage dans l'est du pays, et bientôt la guerre civile frappera au cœur même de la Havane. Tandis qu'un monde s'éteint, un autre est en train de naître et Elisa Pérez sera aux premières loges, car elle est tombée amoureuse de Paolo, jeune révolutionnaire idéaliste. Entre loyauté familiale, passion et conviction, son destin va basculer ainsi que celui de tout un peuple. Un périple qui s'achèvera à Miami en exil. 60 ans plus tard, sa petite fille Marisol revient à la Havane, cette ville qui a abrité les plus grandes joies et les plus grands drames de sa grand-mère. Ça m'intriguait beaucoup, là. Ça laisse présager pas mal d'actions. J'espère que le principal de l'histoire va se focaliser sur la grand-mère et pas sur sa petite fille qui va à sa recherche et tout. Enfin, parce que j'ai vraiment envie d'être au cœur de l'action et pas dans des faits qu'on revit. Donc je sais pas trop comment ça va se présenter. J'en ai fini pour ces sorties du mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous intéressent. Si vous avez remarqué d'autres titres, vous, qui vous plairaient au mois de mai. Pour ma part, je vais m'arrêter ici. J'espère pouvoir vous tourner une autre vidéo demain. Et je vais commencer en tout il y aura 5 vidéos qui seront dédiées spécialement aux séries que je regarde, que je suis. Je vous en avais déjà parlé dans mon Netflix Book Tag, donc je vous mettrai le lien ici en petit i. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et je vais présenter donc les séries que je regarde ou que j'ai vues en différentes catégories. Donc je vais essayer de faire 1 ou 2 catégories maximum par vidéo. Car il y a tellement de séries en général, dans chaque catégorie, il y en a à peu près une vingtaine. Donc comme je vais m'attarder sur plusieurs, si je fais tout d'un coup, la vidéo elle va durer 1 heure, voire plus, donc c'est pas la peine. Je préfère scinder ça en plusieurs petites vidéos, ou alors ça se trouve elles font quand même 20 minutes, mais voilà, je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues pour ce sujet. Je vous dis à très bientôt, je vais aller me promener, prenez bien soin de vous, lisez quand vous le pouvez, et à plus. Ciao ciao.